C'est fini, Léo, regarde-toi. Tu es une tache sur ma réputation. La voix d'Élise était aussi tranchante que le verre brisé, résonnant dans l'arrière-salle froide et stérile de la galerie d'art la plus prestigieuse de Lyon. Devant elle, Léo se tenait immobile, sa combinaison de travail bleu usé contrastant violemment avec le tailleur impeccable de la femme qu'il avait aimée en secret. Elle sortit quelques billets de son portefeuille de luxe et les jeta à ses pieds. Tiens, prends ça. Pour ta sœur malade. C'est la dernière chose que tu auras de moi. Chaque mot était un coup de poignard, calculé pour infliger le plus de douleur possible. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Votre soutien nous permet de créer encore plus de contenu comme celui-ci. Nous sommes une communauté qui aime les récits, où la justice finit toujours par triompher, et celle-ci ne vous décevra pas. Maintenant, revenons à notre histoire. Et pendant que vous y êtes, dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. De Paris à Marseille, de Lille à Nice, et même au-delà des frontières. Le cœur de Léo battait sourdement dans sa poitrine, mais son visage restait impassible. Il ne se pencha pas pour ramasser l'argent qui gisait sur le sol poussiéreux. Ses yeux, d'un bleu profond et habituellement doux, fixaient Élise avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais connue. Il était l'agent d'entretien de la galerie, l'homme invisible qui polissait les sols sur lesquels marchaient les riches et les puissants. Et pendant 3 mois, il avait été son secret honteux, une passion clandestine qu'elle cachait au monde. Maintenant, le couperet tombait. Antoine m'a demandé en mariage hier soir, continua-t-elle, sa voix se radoucissant en une fausse pitié. Son père est l'un des plus grands collectionneurs d'Europe. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne peux pas traîner un boulet comme toi. Un homme qui sent l'eau de Javel et dont la seule préoccupation est de payer les factures d'hôpital. Léo ne dit rien. Il pensait à sa petite sœur, Chloé, dont le sourire s'effaçait un peu plus chaque jour à cause d'une maladie rare et coûteuse. C'était pour elle qu'il endurait tout, les longues heures, le salaire misérable et maintenant, cette humiliation suprême. Élise le prit pour de la faiblesse. Je veux que tu disparaisses avant la soirée d'annonce officielle de nos fiançailles. Elle a lieu ici, dans une semaine. D'ici là, je ne veux plus jamais voir ton visage. Elle se retourna, ses talons aiguilles claquant sur le béton comme des coups de marteau sur un cercueil. Léo resta seul dans la pénombre, l'odeur de son parfum cher se mêlant à celle des produits de nettoyage. Il sentit la colère monter, une vague froide et contrôlée. Il ramassa lentement les billets, non pas pour lui, mais comme une preuve. Une preuve de sa cruauté. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Élise n'en avait pas fini avec lui. Pour s'assurer qu'il ne reviendrait jamais, elle avait prévu un dernier acte de mépris. Le lendemain matin, alors que tout le personnel était réuni pour le briefing quotidien, elle l'attendit. Léo arriva, prêt à travailler sa dernière semaine en silence. Mais Élise l'interpella d'une voix forte et claire, attirant l'attention de tous. « Léo, un instant s'il vous plaît. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Il vit de la pitié dans certains, du mépris dans d'autres. Élise tenait une petite boîte en carton. Il semblerait que notre stock de produits de nettoyage ait diminué de manière suspecte ces derniers temps. Et, chose étrange, nous avons retrouvé ça dans votre casier. Elle ouvrit la boîte pour révéler quelques bouteilles de détergent et des chiffons. Un silence glacial tomba sur la pièce. C'était un mensonge flagrant, une mise en scène grotesque. Mais l'accusation était publique. Léo sentit le sang quitter son visage. Il ne s'agissait plus seulement de leur relation, il s'agissait de son honneur, de sa seule source de revenus pour sauver sa sœur. « C'est une erreur, dit-il simplement, à voix basse mais ferme. Élise eut un sourire triomphant. « Une erreur? Je pense plutôt que c'est un vol. Je ne peux tolérer de voleurs dans ma galerie. Vous êtes renvoyé, sur le champ. »
La sécurité va vous escorter jusqu'à la sortie. Deux gardes s'approchèrent de Léo. Il ne résista pas. Alors qu'ils le guidèrent vers la porte, sous les regards choqués et les chuchotements de ses anciens collègues, il fit quelque chose d'inattendu. Il s'arrêta net, son regard fixé non pas sur Élise, mais sur le chef-d'œuvre de la collection, une toile abstraite valant plusieurs millions d'euros, fièrement exposée au centre de la pièce principale. Il la fixa pendant un long moment, puis tourna lentement la tête vers Élise. « Elle est fausse », murmura-t-il, assez fort pour qu'elle l'entende. Un rire méprisant fut sa seule réponse. Les délires d'un homme aigri. Dehors. Plus tard cette nuit-là, loin des lumières de la galerie, dans un petit studio modeste mais impeccable de la banlieue lyonnaise, Léo n'avait plus rien d'un homme brisé. Assis devant un ordinateur portable, il ne consultait pas les offres d'emploi. Sur l'écran, des graphiques net financiers complexes et des transferts de fonds internationaux s'affichaient. Il sortit un téléphone satellite crypté, un appareil qui coûtait plus cher que tout ce qu'Élise pouvait imaginer qu'il possède. Il composa un numéro. Une voix à l'autre bout du fil répondit en anglais. « Tout est en place », demanda Léo, sa voix ayant perdu toute trace de soumission. Elle était maintenant calme, précise et dangereuse. « Oui, monsieur. Le transfert pour la clinique en Suisse a été effectué. Votre sœur sera prise en charge dès demain. » Léo ferma les yeux un instant, soulagé. Puis il les rouvrit, et une lueur d'acier y brillait. « Parfait. Maintenant, passez à la phase 2. Je veux tout savoir sur les transactions de la galerie et de la famille de son fiancé. Absolument tout. Mais ce qu'Élise ignorait, ce que toute la ville ignorait, c'est que l'homme qu'elle venait de jeter comme un déchet n'était pas un simple agent d'entretien. Il était le chasseur le plus patient du monde de l'art et elle venait de faire l'erreur de le prendre pour une proie. Sa chute ne serait pas seulement une vengeance, ce serait un chef-d'œuvre. L'ordre donné dans la nuit froide de son petit studio était plus qu'une simple demande. C'était le premier coup de pinceau sur la toile de sa revanche. Léo raccrocha son téléphone satellite, l'écran s'éteignant sur un monde de chiffres et de transactions secrètes qui contrastait brutalement avec la pauvreté délibérée de son environnement. Il se leva et alla vers la seule photo posée sur sa table de chevet. Une image de lui et de Chloé riant aux éclats dans un parc, avant que la maladie ne vole les couleurs de ses joues. « Tiens bon, petite sœur, » murmura-t-il. « Le traitement arrive. » Et la justice aussi. Pendant ce temps, à l'autre bout de Lyon, dans un penthouse luxueux surplombant la ville, Élise célébrait. Le champagne coulait à flots. Elle montrait fièrement sa bague de fiançailles à ses amis sur Instagram Stories, le diamant scintillant sous les lumières tamisées. Son futur mari, Antoine, un homme au sourire charmeur mais aux yeux vides, l'enlaçait. « Tu as bien fait de te débarrasser de cette vermine », lui glissa-t-il à l'oreille. « Un homme comme ça n'a pas sa place dans notre monde. » Élise rit, un son cristallin et cruel. Il n'était qu'un divertissement. Maintenant, parlons de choses sérieuses. Ton père a-t-il trouvé un acheteur pour le crépuscule écarlate? Antoine sourit. Mieux que ça. Un collectionneur de Dubaï. Il est prêt à payer 30% au-dessus du prix du marché sans poser de questions. La transaction se fera en privé, bien sûr. Les jours qui suivirent furent un enfer pour Léo, un enfer qu'il avait lui-même orchestré. Le renvoi pour vol l'avait mis sur une liste noire. Chaque porte se fermait devant lui. Il avait besoin de maintenir l'illusion de sa détresse, de pousser ses ennemis à baisser leur garde. Son compte en banque, celui qu'Élise connaissait, était presque vide. Il mangeait une fois par jour, souvent dans des soupes populaires du quartier de la Guillotière, le ventre noué par la faim et la rage. Il voyait les regards de pitié, les chuchotements. L'humiliation était son armure, sa pauvreté son camouflage. Chaque soir, il recevait des rapports cryptés sur son téléphone satellite. Des bribes d'informations commençaient à former une image troublante.
des ventes d'œuvres d'art à des prix étrangement bas à des sociétés écrans, suivies de reventes à des prix exorbitants. Et au centre de cette toile d'araignée, deux noms revenaient sans cesse, celui du père d'Antoine et celui d'Élise. Elle n'était pas seulement une femme ambitieuse, elle était une complice active et impitoyable. Un après-midi, alors qu'il faisait la queue pour un repas chaud, son téléphone ordinaire, un vieux modèle à clapet, sonna. C'était un numéro inconnu. Une voix d'homme, hésitante, se fit entendre. « C'est Léo ?» Ici Jean, de la sécurité de la galerie. Léo sentit son cœur s'accélérer. « Écoute, je n'aurais pas dû te laisser accuser comme ça. Ce n'était pas juste. Hier soir, j'ai vu Élise et son fiancé dans le bureau. Ils parlaient de toi, ils riaient. Elle a dit que c'était parfait, que maintenant personne ne croirait jamais un mot venant d'un voleur pathétique. » Léo serra le poing. « Merci, Jean. Ça signifie beaucoup. » Mais avant de raccrocher, Jean ajouta quelque chose qui glaça le sang de Léo. « Il y a autre chose. » J'ai surpris une partie de leur conversation. Ils parlaient d'une expertise et d'un nom, Spectre. Ils disaient que tant que Spectre ne s'en mêlait pas, ils étaient en sécurité. Léo remercia froidement et raccrocha, son esprit tourbillonnant. Spectre. Le nom de l'artiste anonyme le plus célèbre et le plus insaisissable du monde. Un génie dont les œuvres se vendaient des millions et dont l'identité était le secret le mieux gardé du monde de l'art. Pourquoi Élise et Antoine craignaient-ils son nom? La situation de Chloé devenait critique. Le transfert vers la clinique suisse était imminent, mais Léo devait maintenir sa couverture jusqu'au bout. Il devait jouer son rôle de frère désespéré. Il se rendit à la galerie, le visage marqué par la fatigue et le manque de sommeil. Il attendit Élise à l'entrée du personnel, le cœur battant à contre-courant de sa détermination. Quand elle apparut, magnifique dans un manteau de créateur, son expression passa de la surprise à l'agacement pur. « Toi? Encore? Je croyais avoir été clair. » Léo s'avança, son corps entier suppliant. « S'il te plaît, Élise, c'est pour ma sœur. Son état s'aggrave. J'ai besoin de ce travail. Je ferai n'importe quoi. Je ne dirai jamais rien sur nous. » C'était le sommet de l'humiliation, un acte calculé pour la rassurer. Et cela fonctionna au-delà de ses espérances. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Elle sortit son smartphone. « Attends, ne bouge pas. C'est trop parfait. » Elle commença à le filmer. « Regardez-moi ça, » dit-elle en parlant à son téléphone. Quand le petit peuple vient supplier, c'est touchant, n'est-ce pas? Mais la charité, c'est terminé. La sécurité. Alors que les gardes l'empoignaient et le traînaient dehors, Léo vit le flash de la notification sur son propre téléphone. Un de ses contacts anonymes venait de lui envoyer un lien. C'était un accès à un compte Instagram privé, celui d'Élise. Il cliqua. La dernière story était là. La vidéo d'elle, le filmant, avec la légende « Quand le sac poubelle sort tout seul ». Hashtag journée difficile. Hashtag problème de riche. Les rires de ses amis fusaient dans les commentaires. La rage de Léo devint une chose froide et solide comme de la glace. C'en était assez. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il ne mangea pas. Il travailla. Dans un entrepôt abandonné sur les quais de Saône, éclairé par une seule ampoule nue, il déballa des bombes de peinture, des pochoirs, des matériaux qu'il avait stockés là depuis des mois. Il travailla avec une fureur silencieuse, chaque mouvement précis, chaque couleur choisie avec une intention mortelle. Le lendemain matin, Léon se réveilla avec une surprise. Sur l'immense mur de briques, juste en face de la galerie d'Élise, une œuvre d'art était apparue durant la nuit. C'était un portrait d'Élise, immense et incroyablement détaillé. Mais il n'était pas fait de peinture. Il était entièrement composé de déchets, des sacs en plastique déchirés formaient ses cheveux, des éclats de bouteilles brisées scintillaient comme des diamants cruels dans ses yeux, et un vieux ticket de caisse froissé formait une larme sur sa joue. C'était magnifique et grotesque à la fois.
Et dans le coin inférieur droit, une signature reconnaissable entre toutes, même pour les non-initiés, une simple silhouette stylisée, un fantôme. C'était la signature de Spectre. Les chaînes d'information arrivèrent en quelques minutes. Les experts d'art étaient en ébullition, et Spectre, qui n'avait pas créé d'œuvre publique depuis plus d'un an, venait de frapper, et il avait choisi sa cible. Léo, de loin, observait la scène depuis une ruelle, son visage caché par une capuche. Son téléphone vibra. C'était un message de son contact. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils paniquent. Ils viennent d'accéder à un fichier crypté sur leur serveur. Je vous envoie le contenu. Léo ouvrit le fichier. C'était une liste de transactions, de noms, de dates. Mais tout en bas, un document attira son attention. C'était une vieille expertise d'assurance pour le crépuscule écarlate, la peinture qu'il avait déclarée fausse. Et dans la section Expert consultant, un nom était écrit. Un nom qu'il connaissait mieux que le sien. Ce qu'il vit à côté de ce nom allait tout changer. Ce n'était plus une question de vengeance pour une humiliation personnelle. C'était devenu une croisade pour la vérité, une vérité qui pouvait détruire l'un des plus grands empires artistiques d'Europe. Le nom inscrit sur le vieux document d'expertise brûlait les yeux de Léo, plus intensément que les lumières des caméras de la ville qui se reflétaient sur l'écran de son téléphone. C'était son propre nom. Non pas Léo, l'humble agent d'entretien, mais son véritable nom, celui qu'il n'avait pas utilisé publiquement depuis des années. À côté, la mention « Consultant expert, identité protégée ». Ce document datait de 5 ans, bien avant qu'il ne mette les pieds dans cette galerie. Il réalisait maintenant l'ampleur de l'ironie. Élise et son futur beau-père vendaient une contrefaçon d'une œuvre qu'il avait lui-même authentifiée comme authentique des années auparavant. Cela signifiait une seule chose. Ils avaient remplacé l'original par une copie, pensant que personne ne s'en apercevrait jamais. Et pour couronner le tout, ils avaient engagé, sans le savoir, le seul homme au monde capable de démasquer leur fraude au premier coup d'œil pour nettoyer leur sol. La colère de Léo se mua en une détermination glaciale. Ce n'était plus seulement une vengeance personnelle. C'était une question de principe. Il allait protéger l'intégrité de l'art qu'il aimait, et il allait le faire en détruisant ceux qui le souillaient. Les jours suivants, Léo devint une ombre. Il utilisa les fonds quasi illimités auxquels il avait accès via ses comptes offshore pour s'équiper. Il acheta du matériel d'écoute miniature, des caméras espions de la taille d'un bouton et un logiciel capable de cloner des téléphones à distance. Son premier allié inattendu fut Jean, le garde de sécurité. Rongé par la culpabilité, Jean accepta de l'aider. Il devint ses yeux et ses oreilles à l'intérieur de la galerie. Chaque soir, Jean lui envoyait via une messagerie cryptée des photos de documents laissés sur le bureau d'Élise, des enregistrements de conversations téléphoniques suspectes et même les plannings de déplacement d'Antoine et de son père. Léo passait ses nuits à assembler les pièces du puzzle. Il découvrit un réseau complexe de sociétés écrans basées au Panama et aux îles Caïmans, utilisés pour blanchir l'argent des ventes de faux. Élise n'était pas une simple marionnette. Elle était au cœur du système, signant des certificats d'authenticité frauduleux avec un calme déconcertant. Pendant que Léo tissait sa toile dans l'ombre, Élise et Antoine paradaient dans la lumière. L'apparition du graffiti de Spectre, loin de les effrayer, avait décuplé leur arrogance. Ils se voyaient comme les victimes d'un artiste jaloux, ce qui ne faisait qu'ajouter à leur prestige. Élise donnait des interviews, se plaignant avec une fausse modestie de l'attention non désirée que cette affaire lui apportait. Dans ses stories Instagram, elle postait des photos de dîners somptueux, de séances de shopping chez les plus grands couturiers de l'avenue Montaigne à Paris, avec des légendes comme « se consoler après une semaine difficile », #HattersGonnaHate. Un soir, Jean envoya à Léo une capture d'écran d'une conversation WhatsApp entre Élise et une amie. Élise écrivait « Ce pauvre type de Léo a dû voir l'œuvre de Spectre. Il doit être vert de rage de voir qu'un vrai artiste me remarque, alors que lui restera toute sa vie à récurer les toilettes. C'est presque poétique. »
Léo lut le message sans ciller. Chaque insulte était un clou de plus qu'elle plantait dans son propre cercueil. La plus grande partie de son plan reposait sur la technologie. Grâce à un dispositif placé par Jean près du bureau d'Élise, Léo pouvait activer à distance le micro de son ordinateur. Il passe des heures à écouter, son estomac se nouant à chaque éclat de rire, à chaque mot méprisant. Un après-midi, il toucha le jackpot. Il enregistra une conversation téléphonique entre Élise et son futur beau-père. La voix de l'homme était mielleuse et menaçante. L'acheteur de Dubaï devient nerveux à cause de toute cette histoire avec Spectre. Il veut une preuve supplémentaire que le crépuscule écarlate est authentique. Nous devons accélérer la vente avant qu'il ne change d'avis. Élise répondit, sa voix pleine d'assurance. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. J'ai encore en ma possession l'expertise originale, celle du consultant anonyme d'il y a 5 ans. Je vais la scanner et lui envoyer. » Personne ne peut contester cela. Ce type était le meilleur, une véritable légende. Dommage qu'il ait disparu de la circulation. Léo sourit dans la pénombre de son studio. Disparu de la circulation, hein? Pensa-t-il. Vous n'avez pas idée à quel point. Il avait maintenant la preuve audio qu'ils utilisaient sciemment son expertise pour vendre une contrefaçon. Son deuxième allié se manifesta de la manière la plus inattendue. En enquêtant sur les anciennes victimes du père d'Antoine, Léo tomba sur le nom d'un vieil artiste, un peintre talentueux nommé Monsieur Dubois. Aujourd'hui ruiné et vivant dans une petite maison de retraite, Léo lui rendit visite, se présentant comme un journaliste indépendant enquêtant sur les fraudes dans le monde de l'art. Le vieil homme était méfiant au début, mais quand Léo mentionna le nom du père d'Antoine, ses yeux s'embrasèrent d'une vieille colère. Il raconta comment, 10 ans plus tôt, on lui avait volé toute sa collection, remplacée par des copies de mauvaise qualité, et comment le père d'Antoine, agissant en tant qu'expert, avait déclaré les faux comme étant des originaux, le laissant sans le sou et sans réputation. « Il m'a tout pris, » dit M. Dubois, ses mains tremblantes posées sur une pile de lettres de refus d'avocat. Léo sentit une profonde empathie pour cet homme. « Et si je vous disais que nous pouvons obtenir justice ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai plus rien à perdre, » répondit le vieil homme. « Je témoignerai. J'ai gardé tous les documents, toutes les preuves de sa trahison. » Léo avait maintenant un témoin crédible, des preuves documentaires, des enregistrements audio et une connaissance intime de l'œuvre au cœur de la fraude. Il ne lui manquait plus qu'une chose, l'occasion parfaite pour tout révéler. Et cette occasion approchait à grands pas. La soirée de fiançailles d'Élise et Antoine. Elle serait l'événement mondain de l'année à Lyon. Tous les grands noms du monde de l'art, les collectionneurs, les critiques et les journalistes seraient présents. Ce serait la scène de son triomphe et de leur chute spectaculaire. Il passe les derniers jours à préparer sa frappe finale, coordonnant chaque détail avec son équipe à distance et avec Jean. Il acheta un costume sur mesure, payé avec une carte de crédit anonyme, et le fit livrer dans un point relais. Il vida son studio, ne laissant aucune trace de son passage, aucune preuve de sa double vie. Le soir de la fête, il se regarda dans le miroir. L'homme qui lui faisait face n'était plus Léo, l'agent d'entretien. C'était un homme au regard d'acier, prêt à déchaîner une tempête. Son téléphone vibra. C'était un message de Jean. Ils sont tous là. La salle est pleine. Ils vont annoncer la vente du tableau dans 1 heure. C'est maintenant ou jamais. Léo prit une profonde inspiration. Il avait maintenant tout ce qu'il fallait pour les détruire. Le moment de la vérité était enfin arrivé. Le message de Jean vibra dans sa main comme un signal de départ. C'est maintenant ou jamais. Léo se tenait dans l'ombre d'une ruelle en face de la galerie, regardant le flot incessant de voitures de luxe déposer des invités vêtus de soie et de diamants. Il pouvait entendre les éclats de rire étouffés et la musique s'échapper par les portes vitrées. C'était leur monde, un monde de faux semblants et de sourires polis qui cachèrent des cœurs pourris. Il prit une profonde inspiration, l'air froid de la nuit lyonnaise emplissant ses poumons.
Il avait un plan, mais pour que celui-ci fonctionne, il devait jouer son rôle jusqu'au bout. Il devait subir une dernière humiliation, la plus publique, la plus cruelle de toutes. Il quitta la sécurité de son ombre et traversa la rue, sa silhouette simple et sombre se détachant sur le faste de l'événement. Il n'avait pas mis le costume sur mesure, pas encore. Il portait ses vieux vêtements de travail, ceux qu'il avait portés le jour de son renvoi, tachés et usés. Il était l'incarnation de tout ce que ces gens méprisaient. Lorsqu'il tenta d'entrer, le service de sécurité le bloqua immédiatement. « Monsieur, cette soirée est privée. » Léo ne répondit pas. Il chercha des yeux Élise. Elle était là, au centre de la salle, resplendissante dans une robe rouge sang, un verre de champagne à la main, riant avec un critique d'art influent. Leurs regards se croisèrent. La surprise sur son visage se transforma en une fureur glaciale. Elle s'excusa auprès de son interlocuteur et se dirigea vers lui, ses talons claquant sur le marbre avec une agressivité contenue. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» siffla-t-elle, sa voix basse pour ne pas attirer l'attention. « Je t'avais dit de disparaître ?» Léo la regarda, le visage empreint d'un désespoir parfaitement simulé. « Élise, s'il te plaît, juste une minute. Ma sœur, elle a besoin d'une opération. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Je suis désespéré. » Il jouait la carte qu'il savait la plus à même de la faire réagir avec mépris. Et elle ne le déçut pas. Un sourire de pur dédain étira ses lèvres rouges. « Tu es pathétique, dit-elle. Tu viens mendier le soir de mes fiançailles? Tu n'as aucune dignité? » C'est à ce moment qu'Antoine et son père les rejoignirent, attirés par la scène. Le père d'Antoine, un homme corpulent au visage rougeau, toisa Léo de haut en bas. « C'est lui, le petit voleur? Qu'est-ce qu'il fait encore là? » Élise se tourna vers eux, sa voix se faisant plus forte, assez pour que les invités les plus proches puissent entendre. « Il est venu me supplier. Il veut de l'argent pour sa sœur. » Elle se tourna de nouveau vers Léo, et cette fois, elle ne chuchota plus. Sa voix porta dans toute la salle, provoquant un silence soudain. « Écoute-moi bien, espèce de moins que rien. Le monde est divisé en deux catégories de personnes, ceux qui créent la beauté, comme nous, et ceux qui la nettoient, comme toi. Ne confonds plus jamais ta place. Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la police et que je porte plainte pour harcèlement. » Ce fut le coup de grâce. Les invités chuchotaient, certains riaient ouvertement. Léo baissa la tête comme un homme vaincu. Il sentit les larmes lui monter aux yeux, des larmes de rage et non de tristesse, mais il les laissa couler. Il fallait qu'il le croie brisé. Alors qu'il se retournait pour partir, le père d'Antoine lui attrapa le bras. « Pas si vite. Vide tes poches. On ne sait jamais ce qu'un type comme toi pourrait avoir volé. » C'était l'humiliation de trop, mais Léo obéit. Il sortit lentement de ses poches un vieux portefeuille usé, quelques clés et son téléphone à clapet. Le père d'Antoine le prit, le regarda avec dégoût et le jeta par terre. L'appareil se brisa en plusieurs morceaux. « Voilà. Maintenant, dégage. » Léo ne dit rien. Il se pencha, ramassa les débris de son téléphone et partit sans un regard en arrière, sous les rires et les murmures méprisants. Il avait l'air d'un homme qui avait tout perdu. Mais en réalité, il venait de tout gagner. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le bouton de son col de chemise n'était pas un simple bouton. C'était l'objectif d'une microcaméra 4K qui enregistrait et transmettait en direct vers un serveur sécurisé dans le cloud. Toute la scène, chaque mot cruel, chaque geste humiliant, était maintenant une preuve numérique indélébile. Le téléphone qu'ils avaient détruit n'était qu'un leurre. Son véritable outil, le téléphone satellite, était en sécurité dans sa poche intérieure, vibrant silencieusement. C'était une notification de son équipe. Le direct avait été parfaitement capturé. Simultanément, à l'autre bout de la ville, M. Dubois, le vieil artiste ruiné, signait une déposition officielle devant un huissier de justice,
une déposition que l'avocat de Léo avait préparée, détaillant le vol de ses œuvres 10 ans plus tôt. Et Jean, le garde de sécurité, venait de placer discrètement une clé USB dans le système de projection de la galerie, une clé contenant la vidéo de l'humiliation de Léo, ainsi que toutes les autres preuves qu'il avait rassemblées. Léo marcha dans la nuit, mais il ne rentra pas dans son studio vide. Il se dirigea vers un hôtel de luxe où une suite avait été réservée sous un faux nom. Il entra, ferma la porte et laissa tomber le masque de l'homme brisé. Il se déshabilla, jetant ses vêtements de travail dans un sac poubelle. Il prit une longue douche, lavant la crasse et l'humiliation de sa peau. Lorsqu'il en sortit, le costume sur mesure était étalé sur le lit. Il l'enfila. La coupe était parfaite. Il se regarda dans le miroir. L'homme qui lui faisait face était un étranger. Un homme puissant, confiant, dont les yeux brillaient d'une intelligence redoutable. Il ouvrit son ordinateur portable. Sur l'écran, une mosaïque de flux vidéo, les caméras de la galerie, le flux de sa propre caméra cachée et une fenêtre de discussion avec son équipe. Tout était prêt. Le piège était tendu. Il regarda l'heure. Dans 30 minutes, Élise et Antoine monteraient sur scène pour annoncer leur fiançailles et la vente triomphale du Crépuscule écarlate. Ils pensaient célébrer leur plus grande victoire. Ils n'avaient aucune idée qu'ils s'apprêtaient à assister à leur propre exécution publique. Léo prit son verre, rempli d'un whisky hors de prix, et le leva vers son reflet. « À la justice, dit-il à voix basse. Demain, ils apprendraient tout ce qu'il était vraiment. Le masque de l'agent d'entretien allait enfin tomber, et le monde entier allait découvrir le visage de Spectre. Le whisky ambré dans son verre reflétait les lumières de la ville, une constellation de points brillants qui semblaient indifférents au drame qui se préparait. Léo but une gorgée, le liquide brûlant sa gorge mais calmant le tumulte en lui. Le rôle de la victime était terminé. Le rôle du vengeur commençait. Sur l'écran de son ordinateur, les flux vidéo montraient une Élise triomphante, retournant auprès de ses invités après l'avoir humiliée. Elle riait, acceptant les félicitations pour avoir remis le personnel à sa place. Chaque rire était enregistré, chaque sourire arrogant capturé. Il ouvrit une fenêtre de discussion sécurisée. 3 points verts indiquaient que ses principaux alliés étaient en ligne et prêts. Le premier était son avocat, Maître Dubois. Aucun lien de parenté avec le vieil artiste, une coïncidence ironique, un des juristes les plus redoutables de Paris. Toutes les preuves sont téléchargées et certifiées. La plainte sera déposée simultanément dans 5 minutes, écrivit l'avocat. Le deuxième point vert était une journaliste d'investigation réputée, connue pour avoir fait tomber des politiciens corrompus. Mon article est prêt. J'attends votre signal pour le publier. L'exclusivité est garantie. Le troisième était Jean, le garde de sécurité. La clé USB est en place. Le système de projection est sous mon contrôle. Je suis prêt. Léo tapa une réponse simple et concise. Attendez mon signal. Synchronisation parfaite est essentielle. Personne ne bouge avant que je ne le dise. Il minimise la fenêtre de discussion et se concentre sur le flux audio provenant du micro caché. Il entendait le père d'Antoine, Henri, parler à un groupe d'investisseurs potentiels. Sa voix était pleine d'une confiance huileuse. Le crépuscule écarlate n'est que le début. Avec l'expertise d'Élise et mon carnet d'adresses, nous allons inonder le marché de chefs-d'œuvre redécouverts. C'est une mine d'or. L'un des investisseurs, prudent, demanda « Et cette histoire avec l'artiste Spectre? N'est-ce pas risqué? » Henri éclata d'un rire gras. « Spectre? Un vandale qui fait des graffitis. Il ne comprend rien au véritable art, celui qui se vend des millions dans des salles de vente privées. Il est insignifiant, une distraction pour les masses. » Léo sourit froidement. L'arrogance de cet homme était abyssale. Il ne savait pas qu'il parlait de l'homme qui écoutait chacun de ses mots, l'homme qui s'apprêtait à faire s'effondrer son château de cartes. Pendant ce temps, dans la galerie, Élise se sentait au sommet du monde. Elle avait écrasé Léo,
son dernier lien avec un passé qu'elle jugeait indigne. Elle était sur le point d'épouser un homme riche et puissant et de conclure la vente la plus lucrative de sa carrière. Elle se sentait invincible. Elle attrapa Antoine par le bras. « Chérie, il est presque l'heure. Allons-nous préparer pour notre annonce? » Ils se dirigèrent vers une petite salle privée derrière la scène principale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jean, prétextant une ronde de sécurité, avait placé une autre micro-caméra dans cette pièce quelques heures plus tôt. Léo activa le flux vidéo correspondant. Il vit Élise et Antoine s'embrasser passionnément. Puis, Antoine sortit une petite fiole de sa poche. « Juste une dernière chose pour célébrer, » dit-il avec un clin d'œil. Il verse quelques gouttes d'un liquide incolore dans 2 coupes de champagne. « Pour nous, et pour notre avenir sans parasite. » Élise rit. « Tu es terrible, mais j'adore ça. » Léo sentit son sang se glacer. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans cette fiole, mais l'intention était claire. C'était le dernier clou dans leur cercueil. Il enregistra la scène, la coupa et l'envoya immédiatement à son avocat avec un seul mot. « Ajoutez ça. » La réponse fut instantanée. « Mon Dieu, c'est une preuve de préméditation. Cela change tout. Les charges seront encore plus lourdes. » Le plan de Léo était déjà dévastateur, mais ses ennemis, dans leur arrogance, venaient de lui fournir l'arme nucléaire. Ils ne se contentaient pas de frauder. Ils étaient prêts à tout pour protéger leur secret. Il se demanda un instant ce qu'ils auraient fait s'il avait représenté une menace réelle et immédiate. La pensée lui donna la nausée, mais renforça sa résolution. Ces gens devaient être arrêtés, pas seulement pour ce qu'ils lui avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient capables de faire à n'importe qui se trouvant sur leur chemin. Le moment approchait. Léo se leva et marcha jusqu'à la grande baie vitrée de sa suite. Il regardait la galerie en contrebas, un cube de lumière et de vanité. Il pensa à Chloé, endormie à des centaines de kilomètres de là, dans un lit d'hôpital confortable, enfin en sécurité grâce à l'argent que son art lui avait rapporté. Il pensa à M. Dubois, le vieil artiste qui attendait devant sa télévision, espérant enfin voir la justice après des années de silence et de désespoir. Il pensa à Jean, qui risquait son travail et sa sécurité pour faire ce qui était juste. Il n'agissait plus seulement pour lui. Il était devenu le catalyseur d'une justice plus grande. Il retourna à son ordinateur. Sur l'écran principal, il voyait Élise et Antoine monter sur la petite estrade installée au centre de la galerie. Les applaudissements crépitèrent. Élise prit un micro, son visage rayonnant de bonheur factice. « Mes chers amis, merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer un moment si spécial pour Antoine et moi, » commença-t-elle. « Nous sommes ravis de partager notre joie avec vous. Mais nous avons une autre annonce excitante à faire, une annonce qui marque le début d'un nouveau chapitre non seulement pour nous, mais pour le monde de l'art. » Elle fit une pause dramatique, savourant l'attention de la foule. Léo sentit son pouls s'accélérer. C'était le moment. Il ouvrit la fenêtre de discussion. « Tout le monde est prêt? » 3 « oui » apparurent quasi instantanément. Il posa ses doigts sur le clavier, prêt à taper le mot qui déclencherait la tempête. Il regarda une dernière fois le visage d'Élise sur l'écran. Elle était l'incarnation du succès, de la beauté et du pouvoir. Elle pensait avoir atteint le sommet. Elle n'avait aucune idée qu'elle se tenait au bord du précipice. Dans quelques secondes, son monde, construit sur des mensonges, de la cruauté et des œuvres d'art volées, allait s'écrouler en direct, devant les yeux du monde entier. Il était temps. Il était temps de montrer à tous la vérité. Les doigts de Léo volèrent sur le clavier, tapant le seul mot qui allait tout déclencher. Maintenant. Dans la galerie, Élise souriait, savourant le silence attentif de l'audience. « Ce nouveau chapitre, reprit-elle, sa voix vibrante d'excitation, commence avec l'acquisition et la vente exclusive d'une œuvre légendaire. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Soudain, l'immense écran derrière elle, qui devait projeter une image haute résolution du crépuscule écarlate, s'éteignit. Un murmure parcourut la foule.
Élise se tourna, l'air agacé, vers le technicien. Mais l'écran se ralluma, non pas avec une image de la peinture, mais avec le visage d'un homme. Un homme que tout le monde, dans la salle, reconnut instantanément. C'était Léo. Mais ce n'était pas le Léo qu'ils avaient vu se faire humilier 1 heure plus tôt. Cet homme était assis dans un fauteuil en cuir, vêtu d'un costume impeccable, un verre de whisky à la main. Derrière lui, à travers une immense baie vitrée, on pouvait voir le panorama nocturne de Lyon, depuis une suite d'hôtels qui surplombait la galerie elle-même. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. « Bonsoir », dit Léo, sa voix calme et amplifiée par le système sonore de la galerie. « Je m'excuse d'interrompre cette charmante soirée. Mon nom est Léo, mais certains d'entre vous, dans le monde de l'art, me connaissent peut-être sous un autre nom. » L'image à l'écran changea. Elle montrait maintenant un mur de briques avec un graffiti magnifique et grotesque. Le portrait d'Élise fait de déchets. Et dans le coin, la signature fantomatique. Le nom de Spectre. Un cri de stupeur collectif traversa la salle. Les téléphones portables sortirent de toutes les poches, les gens commencèrent à filmer. Élise était figée, son visage passant de l'incrédulité à la terreur pure. Antoine et son père étaient livides. « Ce que vous voyez derrière moi, » continua la voix de Léo, « n'est pas seulement une œuvre d'art. C'est un avertissement. Un avertissement contre la corruption et le mensonge qui gangrènent le cœur de notre monde. » L'écran se divisa en deux. D'un côté, le visage de Léo. De l'autre, une vidéo commença à jouer. C'était la scène de son humiliation, filmée par la caméra cachée. La foule regarda, horrifiée, Élise le traitait de moins que rien. Le père d'Antoine l'obligeait à vider ses poches et briser son téléphone. Chaque insulte, chaque rire méprisant résonnait dans la salle, créant un contraste insoutenable avec l'image publique du couple parfait. Élise porta la main à sa bouche, des larmes de rage et d'humiliation perlant à ses yeux. « C'est un montage », cria-t-elle, sa voix stridente. « C'est un mensonge. » Mais personne ne l'écoutait. Tous les regards étaient rivés sur l'écran. « La dignité n'a pas de prix, » dit Léo. « Mais certaines personnes pensent qu'elle peut être achetée et vendue, tout comme l'art. » La vidéo de l'humiliation fut remplacée par des documents. Des extraits de comptes bancaires de sociétés écrans, des certificats d'authenticité signés de la main d'Élise pour des œuvres connues pour être des faux, des ordres de virement vers des comptes privés. Pendant des années, cette galerie, sous la direction d'Élise et de son futur beau-père, Henri, a été la plaque tournante d'un vaste réseau de contrefaçon et de blanchiment d'argent. L'écran afficha alors le visage ridé et triste de M. Dubois. Sa voix, tremblante mais digne, remplit la salle. Il raconta son histoire, comment Henri l'avait ruiné, comment ses œuvres avaient été volées et remplacées. Des journalistes présents dans la salle prenaient des notes frénétiquement. Simultanément, sur leur téléphone, ils recevaient une notification. L'article exclusif venait d'être publié avec toutes les preuves, les documents et le témoignage complet. Le hashtag Justice pour Spectre commença à devenir viral sur Twitter en quelques secondes. « Et maintenant, » annonça Léo, « parlons du chef-d'œuvre de la soirée, le Crépuscule écarlate. » L'écran afficha l'expertise originale, celle que Léo avait faite 5 ans plus tôt, avec son vrai nom. Cette peinture est, ou plutôt était, authentique. Je l'ai expertisée moi-même. Mais l'œuvre que vous vous apprêtiez à vendre ce soir est une copie. Une excellente copie, je dois l'admettre, mais une copie néanmoins. Pour prouver ces dires, une analyse spectrographique de la peinture apparut à l'écran, comparant la composition chimique des pigments de l'original et de la copie, ne laissant aucune place au doute. Henri, le père d'Antoine, s'agrippa à la scène, le visage pourpre. « C'est impossible. Comment? » Il n'eut pas le temps de finir. L'enregistrement audio de sa conversation avec Élise, où il discutait de l'acheteur de Dubaï et de l'utilisation de la fausse expertise, fut diffusé. La panique s'empara d'eux. Mais Léo n'avait pas fini. Le coup de grâce restait à venir. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait tout cela.
Pourquoi me faire passer pour un agent d'entretien? La réponse est simple. Je voulais voir la vraie nature des gens. Et je l'ai vue. L'écran afficha la dernière vidéo. Celle filmée dans la salle privée quelques minutes plus tôt. La foule regarda, médusée, Antoine verser le contenu de la fiole dans les coupes de champagne. La voix d'Antoine résonna, claire et nette. « Pour nous, et pour notre avenir sans parasite. » Un frisson d'horreur parcourut l'audience. Ce n'étaient pas seulement des escrocs. C'étaient des monstres. Élise regarda Antoine, ses yeux écarquillés de terreur. Elle comprit que tout était fini. Leur empire, leur réputation, leur avenir, tout venait de se transformer en cendres. Henri tenta de fuir. Il se précipita vers une sortie de secours, mais la porte s'ouvrit avant qu'il ne l'atteigne. 2 policiers en uniforme entrèrent, suivis de maître Dubois. « Henri, Élise, Antoine, » dit l'avocat d'une voix forte. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, association de malfaiteurs et tentative d'empoisonnement. » Les menottes claquèrent. Élise s'effondra en sanglotant, un son pathétique qui ne suscita aucune pitié. Alors que la police les emmenait, un silence stupéfait régnait dans la galerie. Puis, quelqu'un commença à applaudir. Lentement, timidement au début, puis de plus en plus fort. Bientôt, toute la salle était debout, applaudissant non pas l'homme à l'écran, mais l'idée qu'il représentait, la vérité, la justice. Sur l'écran, Léo leva son verre. La vérité, comme l'art, finit toujours par trouver la lumière. Merci de votre attention. L'écran devint noir. La vérité avait enfin éclaté. Et pour Élise, Antoine et Henri, rien ne serait plus jamais comme avant. Leur monde venait de s'écrouler et ce n'était que le début de leur longue et douloureuse chute. La chute fut aussi spectaculaire que leur ascension avait été arrogante. Dans les semaines qui suivirent cette nuit mémorable, le scandale de la galerie lyonnaise fit la une de tous les journaux, bien au-delà des frontières françaises. Le procès fut rapide et médiatisé. Les preuves accumulées par Léo étaient si accablantes qu'aucune défense n'était possible. Henri, le patriarche corrompu, fut condamné à 15 ans de prison ferme pour fraude à grande échelle, association de malfaiteurs et pour avoir orchestré le vol des œuvres de M. Dubois des années auparavant. Antoine, son fils faible et cruel, écopa de 10 ans pour complicité et tentative d'empoisonnement. Quant à Élise, son monde s'était effondré de la manière la plus brutale qui soit. Le tribunal la condamna à 12 ans de prison. Dépouillée de sa beauté, de sa richesse et de son statut, elle n'était plus qu'une femme brisée, le visage marqué par l'amertume, hantée par le souvenir de l'homme qu'elle avait méprisé et qui avait orchestré sa ruine. Leur empire financier fut entièrement démantelé. Tous leurs biens furent saisis pour rembourser les nombreuses victimes qu'ils avaient laissées sur leur passage. La justice, cependant, ne s'arrêta pas à la punition. Elle se manifesta aussi par la réparation. Léo, révélant enfin son identité de spectre au monde entier, utilisa sa fortune et son influence pour changer les choses. La première chose qu'il fit fut de racheter la galerie. Il la rebaptisa Galerie Chloé en l'honneur de sa sœur. Chloé, après une opération réussie en Suisse, était complètement guérie. Elle devint la directrice de la galerie, qui n'était plus un lieu d'élitisme et de corruption, mais un espace vibrant dédié à la promotion de jeunes artistes talentueux, issus de milieux défavorisés, ceux que le monde de l'art ignorait systématiquement. M. Dubois, le vieil artiste, vit sa réputation entièrement restaurée. Ses œuvres originales furent retrouvées et lui furent restituées. Une grande rétrospective de son travail fut organisée à la Galerie Chloé, et il connut, à la fin de sa vie, la reconnaissance qu'il avait toujours méritée. Jean, le courageux garde de sécurité, fut nommé chef de la sécurité de la nouvelle galerie, avec un salaire et des responsabilités à la hauteur de son intégrité. L'histoire de Léo devint un phénomène mondial. La vidéo du dévoilement, mise en ligne sur YouTube, atteignit 100 millions de vues en une semaine. Netflix produisit une mini-série à succès intitulée « Le spectre de Lyon ». Léo fut invité à donner des conférences dans les plus grandes universités du monde,
non pas sur l'art, mais sur l'éthique, le courage et la patience. Il créa la Fondation Spectre, une organisation caritative dotée de plusieurs centaines de millions d'euros, dont la mission était de lutter contre la fraude dans le monde de l'art et de soutenir financièrement les artistes spoliés. Il ne peignit plus jamais de graffiti dans la rue. Son combat avait changé de nature. Son chef-d'œuvre n'était plus une image sur un mur, mais un changement tangible dans le monde. Il avait prouvé qu'un seul homme, armé de la vérité et d'une détermination sans faille, pouvait faire tomber des géants. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la Galerie Chloé est l'un des lieux culturels les plus respectés de France. Léo et sa sœur Chloé y travaillent côte à côte, leur complicité plus forte que jamais. Il n'a jamais cherché à retrouver l'amour. Sa famille, c'était sa sœur et la communauté d'artistes qu'il avait bâtie. Il avait trouvé une paix et un but bien plus grand que ceux qu'une relation passionnelle aurait pu lui offrir. Il avait transformé sa douleur en une force créatrice, son humiliation en un levier pour la justice. Son histoire est devenue une légende moderne, un rappel puissant que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut social, mais à la force de son caractère. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. La première leçon est que la vérité finit toujours par triompher, même si elle prend du temps. La deuxième est qu'il ne faut jamais mépriser quelqu'un à cause de son apparence ou de sa situation, car on ne sait jamais quel géant sommeille à l'intérieur d'un homme humble. Et enfin, que la patience et le courage sont toujours récompensés. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Votre simple clic peut permettre à quelqu'un qui se sent désespéré de retrouver l'espoir. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie, lui rappeler de ne jamais baisser les bras face à l'injustice. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. Votre présence et votre soutien sont notre plus grande motivation. À très bientôt pour une nouvelle